donc aujourd'hui, le thème, c'est l'économie circulaire. Alors en fait, je l'aborderai de façon un petit peu plus générale sous l'angle des ressources. Je vous expliquerai pourquoi. Alors voilà le cycle de conférence. Donc on a parlé à la fois de diagnostic général, développement durable, de responsabilité sociétale. Et là, on est dans les focus un peu thématiques. On a eu changement climatique, la séance 10, 11, le vivant. Et là, l'économie circulaire et les ressources. Et puis, on va finir la séance prochaine, donc le 18 mai, ce sera sur les systèmes, produits et services, et la 14 sur les villes et les territoires. Donc, j'introduirai ça en fin d'exposé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. Alors, je dis que ça se met à… Par contre, il faut que je le mette en… donc aujourd'hui, ce sera donc l'économie circulaire, avec toujours en arrière-plan ces trois grandes thématiques environnementales, la biosphère d'un côté, l'effet de serre de l'autre, qui sont les deux, on a d'ailleurs contribué à ces questions dans les deux précédentes séances, les questions de pollution, que je ne traiterai pas en détail, et aujourd'hui, c'est celle des ressources. Tout ça, c'est lié. Alors, il y a aussi un arrière-plan scientifique et institutionnel. Pour la biosphère, on a la Convention biodiversité, on a une institution scientifique, l'IPBES, et puis pour le climat, on a donc la Convention climat, évidemment, et l'IPCC ou le GIEC, donc sur l'aspect scientifique. Dans le domaine des produits chimiques, des déchets et des pollutions, il y a des processus à l'intérieur du programme des Nations Unies pour l'environnement. Pour ce qui est des ressources et du thème que l'on va envisager aujourd'hui, il y a deux finalement cadres internationaux. Il y en a un, c'est le programme développement durable à l'horizon 2030, le programme international des Nations Unies sur le développement durable, dont on peut retrouver donc, les références ici. Et parmi les 17 objectifs de développement durable, celui qui concerne la question des ressources, c'est principalement l'ODD 12, donc mode de consommation et de production responsable. Vous avez aussi un processus qui a été lancé par l'UNEP, qui est un processus international, qui est le panel pour les ressources, donc International Resource Panel, dont je vais donner quelques éléments tirés de ces travaux. Donc on est moins cadré que les autres questions, mais néanmoins, cette question des ressources est envisagée au niveau global. Alors, on va retrouver les ODD, donc il y a 17 ODD. Je rappelle que les objectifs de développement durable sont vus de façon intégrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectifs en soi, ils sont aussi liés à d'autres objectifs et évidemment la question des consommations et productions responsables sont aussi liées à des questions comme les changements climatiques, comme les infrastructures et l'innovation. Enfin, on a une vision systémique. Néanmoins, le 12 traite des questions qui nous intéressent aujourd'hui avec un certain nombre d'objectifs plus focalisés, plus précis. J'en ai tiré quelques-uns, il y en a 8 ou 9, enfin. Et donc là, j'ai pris ceux qui me paraissaient les plus intéressants, notamment le 12.2, d'ici 2030, parvenir à une gestion durable et une utilisation rationnelle des ressources naturelles. Alors, je cite ici en anglais, parce qu'en fait, les termes en anglais sont pas mal traduits, je trouve, par le français. On a utilisation rationnelle, et donc en anglais, c'est Sustainable Management, je ne le vois pas à mon écran, mais c'est efficiency, donc on est lié à la performance des ressources. Et puis pour donc le 12.4, d'ici 2020, instaurer une gestion écologiquement rationnelle, donc environmentally sound management. Donc le mot rationnel, un coup c'est sound, un coup c'est maîtrisé. Donc on a à mon avis, on perd un peu du fondement qu'il y a derrière tout ceci. Mais néanmoins, donc la gestion rationnelle donc de tous les déchets le long du cycle de vie, de façon à réduire le déversement dans l'air, le sol, etc. On voit qu'on reste encore dans les objectifs de développement durable liés à, je dirais, la pollution. C'est pour éviter les déchets, et donc le recyclage est vu à travers
la maîtrise de la gestion des déchets. D'ailleurs, on le retrouve aussi beaucoup dans même les approches juridiques françaises actuellement. C'est plutôt le problème de la gestion des déchets que celui réellement de l'efficacité des ressources, mais on reviendra sur cette question. Et puis, vous voyez, d'ici 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation. On retrouve ici un certain nombre des préceptes de l'économie circulaire. Donc voilà quelques éléments. Après, ça se traduit. Je rappelle que les objectifs de développement durable, tous les pays, c'est des objectifs universels, c'est-à-dire que tous les pays ont souscrit, contrairement aux objectifs de développement précédents, qui étaient les objectifs uniquement pour les pays en développement. Là, tous les pays sont concernés et d'ailleurs, chaque pays doit faire un rapport sur la mise en œuvre de ces ODD, un rapport régulier. Donc ça, c'est la partie onusienne donc le global. Alors maintenant, je reprends des données plus liées aux minéraux et on voit, enfin aux ressources, et on voit qu'il y a 4 grands types de ressources. Et là, ici, c'est en tonnage, ce sont les pourcentages en tonnage. D'ailleurs, il a été proposé par, à une époque, le Wuppertal Institute, d'avoir un indicateur de masse pour suivre les flux. C'était considéré comme étant finalement un bon indicateur de l'utilisation des ressources. Alors évidemment, les types de ressources ne sont pas de même nature. Donc on a la biomasse, on en a traité la séance précédente, donc c'est toute la production effectivement de biomasse, à la fois les cultures, les résidus de récolte, la biomasse pâturée, et puis le bois et les matériaux. Enfin, vous voyez à peu près les quantités qui sont utilisées, sachant bien entendu que la production de biomasse, c'est une donnée, et qu'ensuite il va y avoir des conflits d'usage éventuellement. L'utilisation de biomatériaux peut se faire, ou de bioénergie vont se faire éventuellement au détriment, en compétition avec les cultures. Ça, cette question, on en a discuté dans la séance précédente. Ensuite, vous avez les combustibles fossiles, 16%. Donc ça aussi, on se retrouve plutôt lié aux questions liées au changement climatique, puisque c'est directement le gaz, le pétrole et le charbon qui sont à l'origine des rejets de gaz à effet de serre et des changements climatiques. Donc ces ressources sont je dirais, ciblées non pas parce qu'elles sont limitées elles-mêmes, mais parce qu'on va devoir en limiter l'usage pour des raisons politiques de tarissement finalement de l'arrivée du carbone dans l'atmosphère. Donc vous voyez là, ces sujets sont des sujets qui sont largement traités, donc biomasse et combustibles fossiles, traités dans les autres questions que j'évoquais tout à l'heure. Ensuite, vous avez 10% de la masse, ce sont les minéraux métalliques, ferreux, non ferreux. Je reviendrai sur cette question-là parce que c'est une question qui est assez cruciale sur notamment les énergies renouvelables et donc il y a la transition écologique va mobiliser des matériaux de ce type-là. Et enfin, vous voyez, près de la moitié, 48%, près de la moitié des minéraux non métalliques qui vont en fait principalement vers la construction. Donc voilà un peu le panorama d'ensemble. Il est évident que ces différents types pardon, c'est dans l'autre sens. Ces différents types de ressources évidemment posent des problèmes très très différents les uns des autres. Alors, le panel international sur les ressources considère en fait que le maintien de des tendances historiques que l'on observe vont conduire à une augmentation de l'utilisation mondiale plus du doublé d'ici 2060, donc 110%, donc passant de 90 à 190 milliards de tonnes, et que l'utilisation des ressources passerait ainsi de 11 tonnes ou 12 tonnes, en fait, 11 tonnes 9 à 18 tonnes 5 par habitant. Donc cette évolution n'est pas durable, l'extraction et la production de ces ressources fait évidemment poser un poids considérable sur l'environnement. Donc ça, c'est des objectifs et des réflexions qui sont menées par le groupe international d'experts sur les ressources, donc qui a été créé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 2007. Donc vous voyez, c'est assez récent. Alors, comment on va aborder ces questions-là? Alors, premièrement, c'est l'idée, alors évidemment, je ne vais pas vous commenter l'ensemble du schéma, mais c'est juste pour vous montrer un peu la complexité. Il s'agit là d'abord d'avoir des statistiques nationales. Et que donc, parce que quand on parle d'objectifs internationaux, ça se décline évidemment par pays. Donc, vous avez une approche qui vise en fait à faire
des bilans par type de matière, les traitements des matériaux, les usages énergétiques, non énergétiques, le stockage et puis la gestion des déchets. Donc il y a des statistiques qui permettent effectivement de suivre l'usage des matériaux, évidemment en fonction de la durée de vie des matériaux dans la technosphère, dans l'usage, leur durée de vie est plus ou moins longue et donc ils reviennent dans l'environnement ou du moins ils sont remobilisables soit en ressources, en recyclage, soit évidemment pour être mis entre guillemets en décharge, avec des délais plus ou moins grands. Donc c'est une variable importante. Donc on dispose, ça c'est un cadre qui a été défini dans le cadre du forum de Davos, hein, donc de cette réflexion, du suivi au niveau des pays. Alors, certains le déclinent au niveau des entreprises, mais on est vraiment principalement ici au niveau des pays. Alors maintenant, quels sont les chiffres et quelle est la situation en fait de ces ressources au niveau mondial? On reste toujours en tonnage, donc en mettant en même temps aussi bien des matériaux de construction que des métaux précieux. Enfin, c'est le tonnage, mais c'est un indicateur qui donne quand même des éclairages intéressants. Alors, ce qu'on peut voir en quantité d'une part, vous avez les grandes zones vous voyez donc la croissance, et c'est évidemment la zone Asie-Pacifique, hein, la Chine et l'Inde, qui viennent contribuer de façon très importante et croissante sur les dernières années. On a commencé en 70 ici, la dernière donnée est en 2017, et vous voyez qu'on est une croissance extrêmement importante de ces pays-là. Ensuite, vous avez une croissance dans toutes les autres zones géographiques, donc l'Afrique, l'Europe de l'Est, l'Europe occidentale, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, et puis l'Asie de l'Est, enfin c'est des pays non Chine et non Inde. Et donc, en fait, si on remet ça aussi si on regarde ces chiffres par rapport à la population, c'est-à-dire les tonnes par habitant, qui donne une autre vision, hein, puisque évidemment, là, toute la responsabilité est Asie-Pacifique. Maintenant, si on regarde les usages par habitant, on voit que le périmètre, enfin, la perspective est un petit peu différente, puisque c'est l'Amérique du Nord qui est largement en tête, hein, au-delà de 20 tonnes, même si sur les dernières années, il y a eu une décroissance de l'usage des ressources, plus importante d'ailleurs qu'en Europe. Vous voyez qu'en Europe, c'est à peu près étal sur ces différentes années. Et puis, bon, l'Afrique, l'Europe de l'Est, vous voyez, variable, une régression et puis une recroissance. Mais par contre, l'Asie-Pacifique est effectivement en croissance par habitant, mais elle reste pour l'instant un peu en dessous de l'Europe et très en dessous de l'Amérique du Nord. Donc, vous voyez, ces chiffres donnent quand même des perspectives donc d'évolution et de poids des contributions des pays, évidemment différentes, selon qu'on va en tonnage ou en tonnes par habitant. Alors, le panel a donc fait un certain nombre de simulations, de scénarios, hein. On a évoqué déjà ici sur le climat, notamment les scénarios en fonction des émissions de gaz à effet de serre et de donc des émissions et donc du nombre de degrés qu'on accepterait, 1,5 ou 2 degrés, voire plus de température, enfin d'augmentation de la température. On a aussi des scénarios ici. Alors avec un scénario qui est un scénario de base, et puis non, pardon, excusez-moi, là on reste encore dans les données sociales, hein, à l'intérieur des pays. Ici c'est ventilé en fonction des ressources, hein, donc et du niveau de vie dans les pays. Donc évidemment, plus on est riche, plus on consomme de ressources, quoique les plus hauts revenus finalement seraient moins liés à l'utilisation des ressources. Alors là, j'étais en train de vous évoquer les scénarios, hein, les scénarios d'extraction des ressources. Donc on va retrouver les 4 grandes catégories que j'évoquais d'ailleurs tout à l'heure: biomasse, combustibles fossiles, minerais métalliques et minerais non métalliques, avec 4 scénarios. Le scénario ici vert, on a pu le mettre en rouge, mais le scénario vert, donc c'est les tendances actuelles. Si on laisse continuer, voilà
donc les croissances entre 2015 et 2050. Et puis, le bleu, c'est efficacité des ressources, le bleu sombre, efficacité des ressources, donc une première approche visant l'efficacité des ressources. Et puis enfin, les ambitions climatiques sont de deux niveaux, une ambition de niveau, je dirais, des engagements actuellement des pays, et puis un engagement beaucoup plus intense en matière climatique et pour atteindre le 1,5 degré. Et voilà, évidemment, ça se voit centralement sur les combustibles fossiles avec une diminution considérable donc pour les combustibles fossiles sur la partie climat. En revanche, donc on voit qu'il y a des tendances assez variables donc selon les je dirais, les hypothèses de travail sur la biomasse, donc sur donc les minerais métalliques et puis aussi sur les minerais non métalliques, donc c'est principalement donc la construction et les infrastructures. Donc, on a quand même des scénarios qui sont toujours des scénarios de croissance, même avec des ambitions de réduction. Donc, on est quand même aujourd'hui sur des tendances où il est difficile de déconnecter, donc de découpler la consommation de ressources avec donc le niveau de vie et les évolutions. Donc ça, c'est sur des grandes masses. Alors maintenant, on va regarder les choses un petit peu en détail. Et donc le panel donc propose en fait 6 grandes catégories d'actions pour pouvoir aller vers cette maîtrise de l'usage des ressources et donc de diminuer la pression sur les ressources. La première, c'est tarification, réglementation, mesures fiscales. Donc ça, c'est vraiment ce dont disposent les États pour intervenir directement sur les ressources. Il y a les innovations, donc de différentes natures. Il y a les substituts entre matériaux, parce que c'est aussi une grande question. Certains matériaux vont devenir plus rares, plus chers, difficiles d'accès. On peut les substituer à d'autres pour certains d'entre eux, pas pour tous. Alors, en matière de climat, il y a les substitutions charbon, pétrole, gaz, donc, qui sont bien connues. Mais pour les autres matériaux, c'est aussi la même question. Donc, on peut ajuster techniquement, au niveau technique, à la fois par des innovations et par des substituts, avec donc les leviers, les façons d'agir. D'abord, la problématique du manque d'information et des besoins de communication, c'est-à-dire c'est la capacité des acteurs à utiliser les bonnes techniques, les bonnes solutions, l'accès à cette information, aux compétences qui permettent effectivement cette maîtrise-là, c'est directement là qu'intervient le pôle pour justement la formation, l'accompagnement donc des acteurs qui vont concevoir les produits et les services. Donc ça, c'est notre job ici. Et puis, vous avez évidemment les problèmes d'efficacité, en règle générale. Et puis, un autre aspect, c'est l'effet rebond. Donc, ces deux éléments sont assez connectés. Alors, l'efficacité, on comprend bien, c'est de diminuer pour une valeur, un service apporté, de diminuer la quantité de matière nécessaire pour ce service-là. Donc, c'est l'allègement. Certains, il y a un ouvrage qui est paru d'un de nos amis qui nous a quittés, c'est l'âge des choses légères, donc c'était cette idée d'alléger en fait la pression. Mais il y a aussi l'effet rebond qui est assez connu, c'est-à-dire qu'en fait on règle le problème pour une technique, pour une solution technique, et le comportement va utiliser cette facilité pour finalement changer. Le classique, c'est on a des moteurs de plus en plus efficaces et donc eh bien, on va avoir des voitures de plus en plus grosses donc qui vont manger ce gain, et donc finalement la consommation n'est pas finalement gagnée. Ou les gens profitant du fait que c'est moins cher vont pouvoir habiter plus loin et donc contribuer à l'étalement urbain. Donc on a ces questions-là. Donc toute la question des ressources, c'est la combinaison de ces différentes approches de façon cohérente. Enfin, pour finir sur ce panorama un peu d'entrée et de panorama, c'est les métaux. J'ai parlé donc biomasse, le climat. Sur la partie donc des matériaux métalliques, on voit qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'enjeux stratégiques. Ce sont en fait des métaux qui ont une valeur élevée par rapport à la masse, donc pour une donnée, pour un tonnage donné,
la valeur est suffisante pour qu'on raisonne au niveau mondial, dans un marché mondial, on n'est pas dans un marché local. On verra tout à l'heure que sur d'autres types de ressources, on est beaucoup plus local. Là, on est dans des marchés mondiaux et avec une localisation des ressources assez diverses au niveau mondial et donc des difficultés stratégiques. Alors d'abord, il y a des nouvelles ressources ou des ressources anciennes mais qui vont être mobilisées de façon beaucoup plus importante. On voit par exemple pour le cuivre, hein, pour fabriquer un véhicule d'automobile classique, donc un véhicule thermique, il faut à peu près 20 kg de cuivre. Pour un véhicule hybride, on monte à 40 kg et pour un véhicule 100% électrique, on est à 80 kg de cuivre. Donc on voit bien que le passage d'une flotte d'automobiles du thermique vers l'électrique, qui est considéré comme étant la MEC, la solution en matière climatique, va poser évidemment des problèmes nouveaux en matière de certains matériaux et de certaines ressources. Alors c'est vrai pour l'automobile, ici pour le cuivre. On voit que par exemple les terres rares, qui sont donc c'est toute les terres rares, c'est l'anthanide et toute la colonne, la ligne 6 là en bas, qui sont en vert ici. C'est tout un certain nombre d'éléments qui sont mobilisés pour les éoliennes, pour les panneaux solaires, pour les photovoltaïques, pour les batteries, etc., etc. Et on se retrouve qu'aujourd'hui, les ressources sont assez dispersées au niveau mondial, mais la Chine produit 70% de ces terres rares. Donc il y a des aspects stratégiques de dépendance finalement, y compris pour des énergies locales, on pense à l'éolien par exemple, une technologie qu'on peut approprier dans les pays, il y a quand même des verrous avec des ressources. On ne peut pas imaginer, je dirais, l'autarcie globale, on est quand même tenu par ces ressources. On a la même chose pour le cobalt, par exemple, qui est aussi une ressource utilisée principalement pour le stockage de l'énergie. Eh bien, le Congo concentre 65% de la production mondiale. Donc, on voit bien que les aléas politiques qu'on a observés avec le gaz russe, on voit bien que cette dépendance vis-à-vis de différents pays pose effectivement des problèmes géopolitiques. Donc, on est quand même devant des questions qui sont d'une nature extrêmement, je dirais, cruciale. Donc, c'est un peu dans cette logique-là qu'on pourrait se dire, eh bien, recycler, réutiliser au maximum permettrait de nous passer de cela. Alors ici, on a une étude qui est extrêmement intéressante, qui en fait est un calcul pour deux types d'hypothèses sur le recyclage. La première partie, recyclage à 100% des quantités consommées 10 ans auparavant. Je disais tout à l'heure que l'importance aussi, c'est la durée de vie dans l'usage technique de ressources, et puis après, elles deviennent déchets. Donc là, on a pris 10 ans pour avoir une échelle commune. Donc, si on recyclait à 100% des quantités consommées donc 10 ans auparavant, donc recyclage à 100%, donc ce qui est impossible, mais c'est le maximum, le taux de couverture va varier en fonction de la croissance de la consommation. Donc, vous voyez, croissance de consommation 2,8, 3, 4, 5, 7. Et donc, le taux de couverture va varier en fonction de ce taux de croissance. C'est-à-dire avec un taux de croissance à 5%, eh bien, même en recyclant à 100%, le recyclage ne contribue qu'à 61% des ressources. Il faut mobiliser 39%, quasiment 40%, parce que de toute façon, on est en croissance. Donc le recyclage, même à 100%, ne suffit pas. Alors évidemment, si on ne recycle qu'à 80%, qui est quand même un chiffre qui, je crois que c'est celui à peu près pour l'acier, donc évidemment, on est là dans une baisse, évidemment, et donc avec un taux de croissance annuel de 5%, eh bien, on serait donc à 50% en fait de taux de couverture par le recyclage. Autre aspect, c'est je dirais le différé dans le temps, c'est-à-dire au bout de combien de temps on a consommé les ressources. Alors, on sait bien que ces ressources dépendent de l'exploration, dépendent d'un certain nombre d'autres données, donc ce n'est pas un tas de pièces d'or dans lequel on piocherait, puis au bout d'un moment, on n'aurait plus de pièces. On n'est pas dans cette logique-là. Néanmoins, cette durée nous montre qu'au fur et à mesure que l'on a un taux de croissance important, eh bien, le fait de recycler
ne fait gagner que quelques années. Hein. Vous voyez, par exemple, pour 5% de taux de croissance avec un recyclage à 80%, eh bien, le fait de recycler ne fait gagner que 14 ans par rapport à l'usage des ressources. Tout ça pour dire qu'on n'est pas, je dirais, dans un taux de croissance qu'on observe actuellement, on est toujours sur des tensions de ressources, même si le recyclage, l'économie circulaire, donc, dont on va parler, nous permet de gagner. Voilà quelques éléments. Hein. Le taux de donc l'évolution sur les 12 dernières années en matière de croissance de consommation. Le cuivre, vous voyez, on est à 3,4%, l'acier, on est à 5%. Le lithium 7,5, l'indium c'est au-delà. Donc on voit bien que cette croissance des besoins met des tensions sur les ressources et que même si on recycle, ça ne résout pas le problème sur le long terme. Tout ça, c'était pour fonder quand même une question, c'est que l'idée de recycler résoudrait nos problèmes. Si on arrivait à tout reboucler, on aurait résolu le problème des ressources. Non, ça n'est pas le cas tant qu'on a des taux de croissance de la consommation des ressources. Donc, la frugalité, la maîtrise des consommations est un élément qui est aussi important donc à prendre en compte. Dernier point d'éclairage un peu, c'est celui, j'ai parlé tout à l'heure des métaux qui étaient des ressources à haute valeur ajoutée par rapport à la tonne et que donc on les promène au niveau mondial. Ici, j'ai repris des chiffres, donc c'était la valeur du produit ou de matière première, donc la distance du marché en fonction du nombre d'euros par tonne. Donc j'ai repris une étude assez ancienne, mais c'est pour donner un peu un ordre de grandeur. Donc c'est la partie droite, hein, c'est-à-dire que au fur et à mesure que vous avez pour 1000 euros par tonne, eh ben, on va pouvoir transporter sur 700-800 km. Enfin, il y a un lien. Alors c'est très statistique, ça dépend de beaucoup de choses, mais globalement, ça donne un ordre de grandeur. Et on a la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en fait, un déchet, plus le coût du traitement du déchet va être important, plus on va traiter pour concentrer les déchets dans le traitement. C'est-à-dire que pour des déchets de faible valeur, des matériaux recyclés vont être utilisés localement, alors que des déchets si on recycle des métaux précieux, évidemment, on va avoir une densité de valeur dans les déchets beaucoup plus importante et donc on aura une taille de marché plus importante. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important de regarder cette question de la densité de valeur et du fait que certaines ressources vont être considérées au niveau local et d'autres ressources vont être considérées au niveau global. Donc c'est la grande différence entre les métaux dont je parlais tout à l'heure et les matériaux de construction et tous les matériaux non ferreux qui en fait ont une valeur nominale, une densité de valeur beaucoup plus limitée et qui donc ne se transportent pas, ne valorisent pas le transport à une certaine distance. Donc il y a dans l'ensemble de ces ressources dont on vient de parler, il y a vraiment des grandes différences entre ce qui est transporté sur la longue distance, donc les matériaux, donc les métaux, les combustibles fossiles, tout ceci se transporte à longue distance. La biomasse, ça se discute, ça dépend pour lesquels. Et puis évidemment, les matériaux de construction n'ont pas de vocation à être transportés sur des très longues distances. Donc ça, c'est une variable très importante. Donc ça repose en fait sur cette question-là. C'est vrai donc sur les matériaux, c'est vrai sur la biomasse, la chaleur renouvelable aussi, hein, donc l'utilisation de chaleur, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais il y a quand même des niveaux de chaleur qu'on va utiliser localement. Plus on utilise des chaleurs de basse température, moins on va les transporter, puisque la valeur énergétique par mètre cube d'eau transporté, évidemment, est plus faible, mais en revanche, on a des systèmes d'utilisation locale. Donc vraiment, la question de l'échelle à laquelle on regarde ces matériaux est extrêmement importante. Donc on va retrouver ces questions d'échelle dans la suite de mon propos. L'économie circulaire, d'où ça vient et comment on a envisagé ces questions-là.
Alors, j'avais utilisé ce transparent à la fin de la conférence précédente, hein, j'appelais ça du modèle naturel à l'industriel. C'est l'idée d'utiliser en fait le modèle des écosystèmes en disant ben, il faut être, je dirais, compatible avec ces écosystèmes et utiliser un peu les mêmes types de processus. Donc, c'est un peu cette idée du mimétisme global, hein. On parle de biomimétisme quand c'est vraiment au niveau des individus, au niveau d'une technologie très, très localisée, mais on peut avoir donc cette réflexion au niveau global des cycles biogéochimiques, au niveau des écosystèmes, au niveau ce qu'on appelle les biocénoses, donc les associations d'individus à un niveau plus local, et puis les individus. Et donc, on peut avoir ce même niveau d'échelle avec des outils ou des approches que l'on va aborder en écologie industrielle ou dans cette approche donc de mimétisme des écosystèmes par rapport à la technosphère ou biosphère, technosphère, ça fait partie aussi des discussions que l'on a. Donc, il y a dans les grands cycles, ben, évidemment, il y a la prise en compte des limites planétaires à l'intérieur même des flux de matière, les bilans globaux d'usage des ressources. Bon, ces questions-là sont de niveau global, voire aussi de niveau national, hein, puisqu'on a des statistiques à ces niveaux-là. Il y a les écosystèmes. On va retomber déjà à un niveau plutôt national, ou des questions de métabolisme urbain et industriel, c'est-à-dire utiliser les analyses, et en analyse des écosystèmes, c'est souvent l'énergie qui est utilisée, hein, parmi d'autres, mais c'est quand même un des éléments importants. Eh bien, on va modéliser, comprendre comment fonctionnent des systèmes d'une certaine taille, donc un métabolisme industriel, donc toute une filière, ou un métabolisme au niveau d'une ville sur l'ensemble de ces composantes. Donc ça, c'est une approche donc à un niveau global. Et enfin, vous avez à un niveau plus opérationnel, donc des projets dits d'économie circulaire, ou par exemple des symbioses entre activités industrielles. Donc il y a là différents niveaux, et au fur et à mesure du temps, on est parti sur une piste, et après on s'est refocalisé sur d'autres pistes. Alors, ça a commencé par le concept d'écologie industrielle, hein. C'est en fait un papier de 1989, hein, donc, de Frosch et Galopoulos, donc qui étaient des chercheurs au General Motors Laboratories, qui ont publié donc pour la science un document en disant le modèle simpliste actuel d'activité industrielle doit être remplacé par un modèle plus intégré, un écosystème industriel. Et donc l'écologie industrielle, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, à regarder le fonctionnement du système industriel, donc en relation avec la biosphère, donc pour rendre compatible finalement le fonctionnement industriel avec les écosystèmes naturels. Donc il s'agissait effectivement d'une sorte de mimétisme du système économique avec le fonctionnement des écosystèmes. Vous voyez, on est à l'échelle un peu globale. Alors, il y avait notamment l'idée, utilisation de l'énergie solaire renouvelable et recyclage de la matière. C'était les deux principales composantes de cette vision qui était développée à l'époque. Et donc, on a utilisé effectivement des outils vraiment d'analyse d'écologie à l'industrie, comme je viens de le dire, sur le métabolisme industriel, par exemple. Alors, à la fin des années 90, ce concept s'est développé dans différents domaines, et finalement, malheureusement, il a été un peu oublié, et il a survécu avec quelques éléments, notamment la localisation des parcs éco-industriels, donc des îlots de durabilité où on pouvait développer des symbioses industrielles, les déchets d'une activité devenant la matière première pour d'autres activités. Alors, ce qui était cité, c'est l'exemple qu'on a recité sous de multiples façons, c'est la symbiose industrielle de Kalundborg, où il y avait à la fois une centrale électrique, une usine d'enzymes, une raffinerie, et avec donc des échanges qui permettaient de produire par exemple des panneaux de construction en utilisant le gypse, et donc le soufre était utilisé, donc de raffinerie a été utilisé dans une usine d'acide sulfurique, l'eau du lac étant utilisée. Enfin, il y avait là une sorte de modèle où on échangeait à la fois de l'énergie, des matériaux,
de la chaleur, et ces différents éléments étaient combinés ensemble et formaient une sorte d'écosystème. Alors ça a été un système, alors sous différentes formes, ça s'est multiplié, hein. Il y a eu un certain nombre d'approches de ce type-là, et aujourd'hui on parle donc d'écologie industrielle territoriale, c'est-à-dire pour ces associations particulières donc qui permettent des coopérations. Donc on voit que là on est au niveau d'un système. Alors je reviendrai sur cette question de système dans les 2 prochaines séances, mais on voit bien qu'ici on a un système de coopération d'acteurs où les entrées de l'un deviennent où les sorties de l'un deviennent les entrées de l'autre, et tout ceci fonctionne ensemble. Et donc, globalement, il y a une création de valeur partagée, puisque en fait, ce qui aurait été un déchet devient une matière première, donc on crée de la valeur par la coopération collective. Et donc, ça pose effectivement des problèmes managériaux, organisationnels, contractuels, avec aussi des questions de sécurité, hein, parce qu'évidemment, tout le monde dépend de l'autre. Donc, dès qu'il y a un des maillons qui ne fonctionne plus, les autres sont en péril. Donc, ça pose des problèmes particuliers donc, de fonctionnement de systèmes au niveau des territoires. Donc, on a cette approche des écosystèmes territoriaux. Alors, il y a ici, j'ai repris, alors avec les logos du pôle, mais j'ai repris ce schéma qui a été popularisé par la Fondation MacArthur, que j'ai déjà évoqué dans la précédente conférence. Donc là, on a l'idée d'économie circulaire qui s'inspire donc de travaux donc de Brongart et McDonough, ou plus exactement de leur formulation de la théorie du berceau au berceau, hein, from cradle to cradle, parce qu'avant on avait from cradle to grave, du berceau à la tombe. Hein, la tombe, c'était la décharge, et donc on a rompu avec ce système donc du berceau à la tombe pour aller vers du berceau au berceau. Donc c'est l'idée de recyclage plus ou moins intégral. Donc ça a été formalisé en 2002. En France, il y a Jean-Claude Lévy avait fait un peu une synthèse dans un bouquin qui s'appelle Économie circulaire, l'urgence écologique en 2009. Et puis en 2010, il y a eu par exemple la fondation de MacArthur, donc Hélène MacArthur et sa fondation qui a été créée en 2010, a promu donc cette économie circulaire. Alors, avec ce schéma qui montre bien qu'on a à la fois l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire matière première, fabrication, assemblage, distribution, utilisation, consommation, et puis fin de vie. Et puis avec des boucles, avec d'une part des boucles à droite qui sont des boucles industrielles, donc maintenance, réemploi, réutilisation. Donc oui, on garde, au fur et à mesure, on essaie de maintenir de la valeur tout au long de la chaîne de valeur. Et puis de l'autre, des filières plutôt donc du vivant, donc l'agriculture, les déchets agricoles, etc. Donc il y a les biomatériaux, avec là tout un recyclage. Et on voit bien qu'il n'y a pas en matière, je dirais, de recyclage dans la biosphère. On rebrasse tout et on est en recyclage matière complet, hein, assez peu de cascades à court terme. J'ai évoqué précédemment que l'un des problèmes, c'est de ne pas mélanger les deux filières, parce qu'en fait, à droite, on cherche à avoir la durée de vie la plus longue, à gauche, on cherche à avoir la dégradabilité enfin la biodégradabilité la plus rapide, la plus efficace. Donc on est quand même sur des schémas assez différents, et il faut éviter que les produits de la technosphère aillent dans la biosphère, parce qu'il y a des problèmes de pollution. Mais voilà un peu le paradigme qui a émergé donc au fur et à mesure du temps sur les boucles de recyclage. Alors, l'ADEME, donc, vous connaissez l'agence de la maîtrise, enfin l'agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, a donc une politique sur l'économie circulaire. L'ADEME était en charge des déchets, hein, notamment, et donc a réintégré cette question d'économie circulaire à travers ce schéma, à travers 3 grands domaines et 7 piliers. Alors, quels sont les grands domaines? Donc, c'est les offres des acteurs économiques, donc l'extraction, exploitation et achat durable, c'est la partie exploitation, l'éco-conception des produits et des procédés, l'écologie industrielle territoriale dont je parlais tout à l'heure, l'économie de la fonctionnalité, je reviendrai à la prochaine séance là-dessus, hein, en fait c'est une façon de garder de la valeur dans la chaîne de valeur, hein, en vendant plutôt une fonction qu'un produit. Donc là on est plutôt dans l'offre, la demande et les comportements des consommateurs, donc la consommation responsable, les achats, la consommation collaborative, l'utilisation, donc comment le consommateur influe,
l'allongement de la durée de vie par le réemploi, la réparation, la réutilisation. Tout ça, ça se fait dans la sphère d'usage finalement. Et puis enfin, il y a la gestion des déchets, donc le recyclage, notamment en matière organique. Donc il y a le recyclage. Alors, c'est vraiment la base de la politique française. Elle pose un certain nombre de problèmes, notamment la question de la place de l'éco-conception. Parce qu'en fait, l'éco-conception, c'est justement concevoir des produits et services en fonction de l'ensemble du système dans lequel ils vont s'intégrer. Donc, en fait, ce n'est pas un élément à côté des autres, c'est un élément chapeau. Donc, c'est un peu la limite qu'on y voit, nous, au niveau du pôle, parce qu'on est, voilà, c'est un des éléments, l'éco-conception, de la conception de produits et de services pour rentrer dans cette sphère de l'économie circulaire. Et donc, alors j'ai emprunté ce schéma pour finir à la Great Recovery, qui est une ONG britannique, enfin une initiative britannique, qui a montré donc enfin, l'idée de cette boucle où on va retrouver les ressources, gestionnaires des ressources, les matériaux recyclés, l'usine, la marque et donc l'information pour le consommateur, et donc on va concevoir finalement le produit pour ce processus d'amélioration, et donc et avec un certain nombre d'acteurs qui vont influencer pour faire évoluer ce modèle. Alors on va avoir plusieurs couches. La première couche, c'est la conception pour la longévité, c'est-à-dire on va concevoir un produit, un service lié à un produit pour qu'il dure le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'on va garder à l'intérieur de l'usage la matière le plus longtemps possible. Donc là, on est dans une conception particulière puisqu'elle vise en fait à avoir des produits qui résistent sur la longue durée. C'est évidemment éviter l'obsolescence programmée, hein, qui était l'inverse. Hein. La lutte contre l'obsolescence programmée, c'est justement une façon d'arrêter de concevoir pour que ça ne soit pas long, durable. Hein. C'est quand même une stratégie produit qui visait effectivement à dégrader rapidement la valeur pour pouvoir revendre un produit. Donc évidemment, on est là dans l'inverse. Donc la longévité. La conception pour le service, on n'est pas du tout dans la même logique. Hein. C'est-à-dire que si on conçoit pour un service, on va avoir des produits, des infrastructures qui vont s'intégrer dans un service. Et donc, on va regarder sur la durée du service. Et puis, le service va rémunérer effectivement un certain nombre de fonctions des produits. Donc là, il y a un modèle économique. Je reviendrai là-dessus la séance prochaine. Donc, la conception pour le service. Donc, c'est encore une autre approche. Et puis, vous avez la conception pour la réutilisation dans la fabrication. C'est-à-dire vous concevez pour pouvoir réintégrer le produit ou en réparabilité, donc on est là dans l'acte de fabrication et que donc l'entreprise va préférer vendre un produit qui va être réparable, et donc c'est une façon d'aborder un produit plus durable et un service plus allongé dans le temps. Donc c'est une autre façon de concevoir les choses. Et enfin, la conception pour la valorisation matière, c'est-à-dire qu'on va concevoir pour que les matériaux ne soient pas, qu'il n'y ait pas des mélanges de matériaux qui fassent qu'ensuite on n'est plus capable de les extraire pour les recycler. Donc il y a là toute une conception différente. Alors, ce schéma est intéressant parce qu'il montre qu'en fait, en fonction des objectifs que l'on va avoir, on a des conceptions différentes. Et donc, en fonction du modèle que l'on veut adopter économique derrière, la conception va être différente. Donc, c'est en cela que l'éco-conception est un chapeau, c'est qu'elle permet effectivement de se poser des questions donc selon les types d'usages. Et évidemment, maintenant, qui va y participer? Donc, quels sont les influenceurs? Quels sont les acteurs qui contribuent à tout ça? Ben, il y a toute la conception et le design, académique, éducation, les investisseurs, les décideurs politiques, et tout ceci, ces acteurs rentrent dans ces ressources, et donc on est dans une approche multi-acteurs. Il y a le management des ressources, les experts en matériaux, les fabricants, les entreprises et les marques, enfin, la façon dont elles communiquent avec les consommateurs eux-mêmes. Donc on voit bien qu'il y a tout un système ici d'acteurs qui rentrent dans la danse, qui sont différents selon le type
produits ou de systèmes sur lesquels on va influer. Donc, vous voyez, derrière l'économie circulaire, il y a, pour finir, une question d'échelle. À quelle échelle on considère ces questions-là? Et puis après, il y a, de façon pratique et concrète, de façon opérationnelle, quel type de modèle économique vers lequel on s'oriente. Pour finir, juste pour donner un éclairage, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que ce domaine de l'économie circulaire fait l'objet de normalisation. Il y a notamment un comité technique à l'ISO qui s'appelle le 323, donc comité technique sur l'économie circulaire, avec plusieurs groupes de travail. Donc il y en a un qui travaille sur la terminologie, les principes, les cadres de systèmes de gestion. Le deuxième, c'est un groupe de travail sur les approches pratiques pour développer et mettre en œuvre l'économie circulaire. Le 3 sur la mesure de l'évaluation de la circularité, le 4 sur les retours d'expérience, le 5 sur les fiches techniques de la circularité du produit, c'est-à-dire comment comment un produit est lié à son système d'information et de rendre compte aux consommateurs. Et puis, il y a une interface avec le groupe éco-conception, parce qu'il y a un comité technique éco-conception, le TC207, donc notamment sur le groupe de travail sur les matériaux secondaires, puisqu'il y a un lien entre les deux. Et puis, vous avez donc voilà, le groupe consultatif du président. Donc, ce comité technique a en chantier un certain nombre de normes. Je ne vais pas les détailler, mais vous voyez donc en fonction des différents groupes de travail, il y a des projets de normes et c'est en travail aujourd'hui. Hein, donc, il y a des projets qui vont être aboutis début 2022, donc dans les jours voilà, actuels, et puis jusqu'à 2023. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur un travail qui est en cours, et donc ceux qui d'ailleurs sont intéressés par participer à cette réflexion, c'est toujours intéressant de participer à la normalisation parce que ça donne accès à des informations et ça permet d'anticiper sur les marchés, parce qu'une fois que les normes sortent, elles deviennent des facteurs du marché. Ben, si vous êtes participé, non seulement vous êtes informé en amont des normes, mais en même temps, vous pouvez vous préparer. Donc, vous participez finalement à tout le débat conceptuel qui est lié à ces normes, donc vous pouvez encore mieux les utiliser après. Donc, je ne saurais vous recommander donc de ceux qui sont intéressés de vous rapprocher effectivement de ces processus de normalisation. Et pour finir, pour vous montrer la complexité d'une négociation ISO, voilà ce qu'on appelle les groupes liaisons. Alors, on ne va pas regarder ça en détail, simplement, vous avez le TC 323, donc économie circulaire avec son mandat au milieu. Il est lié au 207, je viens d'en parler, puisque ça fait partie donc des thèmes qui sont couverts par d'autres comités. Donc là, il y a une intégration forte. Et après, il y a des communications avec de nombreux autres comités techniques. Il y en a qui sont sur les systèmes de management, il y en a sur les aspects économiques, vous voyez, gestion des actifs, finances durables, économie du partage. Vous avez les territoires, la ville et communauté territoriale durable, le TC 268. C'est un sujet que je vais suivre de façon importante puisque je viens de prendre la présidence de la commission française qui suit ce TC. Et puis, donc, vous voyez, les bâtiments, les secteurs, etc. Donc, en fait, on a, quand il y a un processus de normalisation, il tisse aussi des liens avec d'autres normes qui sont cohérentes. Alors ça nous donne quand même, au-delà de l'aspect technique des échanges entre les différentes commissions, ça donne quand même l'ensemble du champ conceptuel qu'il y a derrière l'économie circulaire. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans un champ complexe avec des interactions différentes et variées. Voilà, et puis je vais finir donc pour introduire les deux dernières conférences en disant qu'en fait, vous avez donc une première approche sur les produits et les services, donc le cycle de vie, approche cycle de vie, maîtrise de la chaîne de valeur, valeur partagée des donneurs d'ordre, des sous-traitants, etc. Donc ça, c'est la partie cycle de vie sur un produit. Et puis, vous avez au niveau local l'interaction avec le local, avec les enjeux du territoire, la mobilisation des acteurs sur les territoires et notamment les questions d'énergie renouvelable, des services d'écosystème ou des déchets, l'économie circulaire. J'ai évoqué tout à l'heure cette question du local, donc il y a des questions d'économie circulaire qui gèrent au niveau global, mais il y en a aussi qui gèrent au niveau local. Et donc là, il y a le local, il y a une problématique particulière. Et donc ce sera l'objet des deux prochaines conférences et je vais pouvoir
conclure sur ce point. Donc, les 2 prochaines conférences. La conférence 12, la prochaine, dans un mois, aura lieu donc sur les systèmes produits-services. Donc, on sera concentré sur cette gestion du cycle de vie et donc comment on peut aborder ces questions-là. Et puis ensuite, le 13, sur les systèmes territoriaux, on parlera évidemment des normes aussi liées aux villes durables. Donc voilà ce que je souhaitais traiter aujourd'hui. Donc la prochaine conférence aura lieu donc le mercredi 18 mai, ce sera un mercredi cette fois-ci, et donc sur les systèmes produits-services, donc on sera sur cette question du cycle de vie. Je vous remercie de votre attention.